Quatrième conférence sur les routes de la soie, promenade de Milan au cœur du monde. Conférence inspirée par la lecture de ce livre de Frankopan, Les routes de la soie, l'histoire du cœur du monde. Voici un extrait de la préface de ce livre. Peter Frankopan lit dans l'anthropologue Eric Wolf l'histoire de la civilisation aussi paresseuse qu'admise est celle qui veut que la Grèce antique ait engendré Rome, que Rome ait engendré l'Europe chrétienne la Renaissance, que la Renaissance ait engendré les Lumières, et celle-ci la démocratie politique et la révolution industrielle. L'industrie matinée de démocratie aurait à son tour accouché des États-Unis, lequel incarne le droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. Peter Frankopan se reconnaît dans cette analyse. Je reconnus aussitôt l'histoire exacte qu'on m'avait racontée, le dogme du triomphe politique, culturel et moral de l'Occident. En réalité, et pour des millénaires, ce fut la région sise entre Orient et Occident, reliant l'Europe au Pacifique, qui constitua l'axe de rotation du globe. C'est une région qui abrite aujourd'hui des États évoquant l'exotique et le périphérique, tels le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Turkménistan, le Tadjikistan et les pays du Caucase. C'est l'endroit où les grandes religions du monde ont pris vie, où le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme ont joué des coudes. C'est le chaudron où les groupes de langues ont rivalisé, où les langues indo-européennes, sémitiques et sino-tibétaines frétillaient à côté des altaïques, turques et caucasiennes. C'est là que de grands empires ont cru puis décru, là que les conséquences des affrontements culturels ou personnels se sont fait sentir à des milliers de kilomètres. Ces vibrations se sont propagées sur un réseau qui s'évase dans toutes les directions, celui des routes parcourues par les pèlerins et les guerriers, les nomades et les marchands, où denrées et produits ont été achetés et vendus, les idées échangées, modifiées, enrichies. Elles ont transmis non seulement la prospérité, mais aussi la mort et la violence, la maladie et les fléaux. À la fin du XIXe siècle, ce réseau tentaculaire de relations a été baptisé du nom de Seidenstraßen, les routes de la soie. Ce nom leur est resté depuis lors. Ce n'est qu'au XVe siècle, avec Christophe Colomb et Vasco de Gama, que soudain l'Europe occidentale cessait d'être une région écartée pour se retrouver au centre d'un système croissant de communication, de transport et d'échanges commerciaux. D'un seul coup, elle devenait le nouvel intermédiaire entre Orient et Occident. Je forme ici l'espoir, écrit Frankopan, de pouvoir inciter le lecteur à étudier hardiment des peuples et des lieux qui ont été ignorés par les savants durant des générations, en formulant de nouvelles questions et en ouvrant de nouveaux domaines de recherche. Comparons seulement les deux cartes. Explorons ensemble la période d'environ un millénaire qui va des invasions d'Attila à celle des Mongols, du IVe au XIVe siècle environ. Questionnons d'abord les archéologues. Qu'est-ce qui explique ces migrations de l'Est vers l'Ouest au IVe siècle ? Ce sont à l'Est les voisins et les ennemis des Chinois. Présentation. L'épopée des Huns est proprement extraordinaire et au sens propre formidable.
Ces croisements de flèches expriment assez la déstabilisation de nos régions européennes. Angles, saxons et francs au nord-est, Suèves, Burgondes, Alamans au centre, Goths du nord au sud-est, Lombards, Ostrogoths, Visigoths et Vandales qui gagnent le sud, enfin les Huns qui nous concernent directement. Focalisation sur notre région, toutes les villes sont dévastées sauf Paris, Orléans et Troyes. Nous ne savons pas où Attila a été arrêté par les Alliés, près de Troyes ou dans l'Aube, plus au nord, près de Châlons. Mais le bilan est parlant. Voici l'empire d'Attila. Ce qui explique l'inspiration des dessinateurs du XIXe siècle. Et les légendes traditionnelles des petites bergères plus fortes que les barbares. Sans oublier les évêques qui font reculer les sauvages. L'esprit est partout au miracle, et le christianisme multiplie ses adeptes à l'Est plus qu'à l'Ouest, car l'Europe traverse une période sombre. Et les marchés du centre et de l'Est du monde ne sont pas plus brillants. Mais c'est le christianisme qui restaure la civilisation, à l'Est d'abord. Avec une religion plus byzantine que romaine. Car Rome doit lutter d'abord contre les Perses, et Jérusalem est un enjeu de pouvoir entre eux. Faisons-nous une idée de la puissance de la Perse antique. Et ce qu'il en reste juste avant l'arrivée de l'islam. Constantinople est au bord de la catastrophe, mais les forces chrétiennes l'emportent par miracle. Enfin, les musulmans arrivent dans ce monde ébranlé. Comme à l'origine du christianisme, l'ange Gabriel apparaît et annonce un nouvel âge religieux. Fions-nous à l'histoire pour situer la naissance de l'islam dans un ensemble culturel complexe. La Kaaba de la Mecque ne réunissait pas autant de monde, bien entendu, au temps de Mohammed. La force de l'islam n'est pas d'abord guerrière.
l'Arabie de cette époque n'est ni riche ni puissante. Mais tout se présente bien pour Mohammed et ses adeptes. Les conversions à l'islam se font dans la douceur. Aussi bien avec les juifs qu'avec les chrétiens. Et les conquêtes islamiques relancent le commerce de la route de la soie. Les armes accompagnent la piété, et les musulmans, comme les autres, sont avides de pouvoir. En Grenade, point de départ, territoire de départ de l'islam, 622-632. En Belge, avancée de 632 à 660-61. En violet, 661 à 750. Et enfin, les flèches représentent les campagnes militaires. Mais les musulmans, avec la stabilité de leur pouvoir, ouvrent une nouvelle ère culturelle. À l'inverse du christianisme, qui a réduit le savoir à la foi chrétienne. Cette entente islamique ne pouvait pourtant pas durer très longtemps. Et des forces trop ignorées de nos manuels d'histoire entrent en jeu à cette époque, d'abord venues du Nord. Des peuplades nomades qui s'approchent des centres urbains. Les préoccupations religieuses ne leur sont pas étrangères, par exemple les Khazars. Peuple original d'Asie centrale qu'il faudra compter dans l'histoire. Autre exemple, les Russes, que nous connaissons sous le nom de Vikings. Une manière peu rassurante de les représenter.
Et l'esclavage qui vient des barbares contamine les pays qu'on croyait civilisés. Position des Russes sur la carte. La réussite de certains s'explique par les troubles chez les autres. L'Empire islamique est en effet trop grand, trop vaste pour être géré en une seule unité de pouvoir. Certes, l'image représente des bateaux qui seraient mal adaptés à la navigation sur les fleuves et les lacs, mais l'emploi des esclaves est bien réel. Même avidité chez les Russes que chez les autres, mais une sorte de miracle qui sauve Byzance et réactive l'activité commerciale de la région. Rappelons-nous que Byzance est la banque spirituelle du christianisme à cette époque. Nouveau printemps du commerce. Le commerce appelle le luxe. Et le luxe entraîne la culture. Entre musulmans et chrétiens, il reste cependant un combat à gagner. C'est alors qu'on voit poindre la naissance de l'Empire ottoman. Et voilà d'où naissent les croisades. Elles commencent dans la piété. C'est l'éveil de l'Occident, qui est en train de déplacer le cœur du monde. Le christianisme prétend redessiner les cartes géographiques. Les chefs de l'Église s'affolent, le Saint-Siège prend du pouvoir, les autres religions abrahamiques laissent passer la tempête. Mais les croisés ne s'entendent pas non plus. Les vrais bénéficiaires sont les commerçants occidentaux. La guerre commerciale profite à deux villes italiennes.
l'une dans la mer Tyrrhénienne, l'autre dans la mer Adriatique. L'Italie du Nord y trouve son compte. Carte qui est claire, même si elle est anachronique. L'Occident va alors se cultiver à l'école de l'Orient. Aristote, philosophe grec, est connu en Occident dans sa traduction arabe. Il est traduit maintenant en latin et va servir à la structuration de la théologie catholique. Mais la piété attendue des croisades tourne à la violence pure. Les représentations ne sont pas faites pour inspirer de la douceur. Les croisades ont perdu leur objectif. Après la première croisade, les suivantes n'atteignent plus Jérusalem. La quatrième atteint Constantinople, capitale de la chrétienté d'Orient. Toutes les alliances sont permises pour gagner et garder les pouvoirs. On n'avait pas compté avec les invasions mongoles. Petite présentation. Toujours la même contradiction. Violence de la capture, puis richesse culturelle de la possession. Une famille d'une efficacité de conquête redoutable. Un bilan qui ne peut pas nous laisser indifférents. Si vous préférez. Les événements alimentent des interprétations religieuses qui peuvent nous paraître surprenantes. Dernière surprise.
notre analyse ne nous a pas fait quitter la route de la soie. Ces mouvements énormes de population, ces réussites en dents de scie du commerce, Est-Ouest, ces échanges confondus de violence et de culture.